Très heureux de vous accueillir sur le plateau du direct de l'assurance maladie depuis Santexpo 2026. Tous acteurs de la soutenabilité du système de santé, c'est la thématique phare de ces 3 journées d'échange. Notre prochaine session va s'intéresser aux enjeux de la santé mentale sous l'angle de l'adaptation des parcours en réadaptation professionnelle. On en parle avec nos 2 invités que je salue. Marilyn Lambert, bonjour. Bonjour. Directrice de l'UGCAM Aquitaine, et à vos côtés, Florent Géminet, bonjour. Vous êtes directeur du pôle de Bétrette de l'UGCAM Aquitaine, c'est à Pau et qu'il est situé. On va commencer peut-être avec vous, Marilyn Lambert, pour évoquer ces enjeux de santé mentale qui occupent, on le sait aujourd'hui, une place croissante dans le débat public, comme dans les parcours de soins et d'accompagnement. Quel constat vous faites d'abord au niveau national, mais aussi dans les publics qui sont accompagnés par les établissements et les services de réadaptation professionnelle? Expliquez-nous. Alors peut-être déjà avant de commencer, dire que c'est un peu normal qu'on ait une part croissante des débats publics sur la santé mentale. Parce que, rappelons-nous, c'est quand même la grande cause nationale qui a été déclarée par M. Barnier. Donc c'est un acte politique fort en 2025 qui se poursuit encore aujourd'hui. Et donc c'est logique que ça occupe les débats. C'est bien que ça soit également au centre des débats parce que, on le sait, la santé mentale, c'est un trouble invisible et ça a longtemps été tabou en France. Or, beaucoup de personnes sont touchées. Si on donne rapidement des chiffres, on sait qu'il y a un quart de la population qui, au cours de sa vie, connaîtra un problématique de santé mentale. Et c'est pour les femmes 36% et les jeunes 38%. Donc on voit que c'est loin d'être à banaliser et que ce n'est pas marginal. Je veux quand même redire aussi qu'effectivement, on rend visible ce phénomène depuis 2025, mais ça existe déjà depuis un certain temps. Avant même la crise Covid qui a un peu levé le voile sur cette problématique, on observait déjà des évolutions très fortes d'arrêt de travail, notamment au niveau des jeunes, des moins de 30 ans, déjà depuis 2018, voire même avant. Donc voilà, je pense que c'est important de le rappeler. Alors ce phénomène, en quelques chiffres, 2025, c'est 27% des actifs qui sont en arrêt de travail pour une problématique liée à la santé mentale, et c'est 42% des jeunes. Donc c'est vraiment majeur. Et ce que l'on peut dire aussi, et nous c'est ce qui nous occupe en particulier sur les centres de réadaptation professionnelle, c'est l'évolution des burn-out. En 2 ans, entre 2023 et 2025, il y a eu une évolution encore de plus de 15%. Donc on voit qu'il y a quand même un sujet très important. Donc les enjeux au niveau national, c'est repérer ces problématiques, les prévenir, les réparer et éviter les rechutes, parce que bien souvent on remarque que les personnes qui ont déjà chuté une première fois rechutent. Voilà. Pour ce qui concerne nos établissements, il y a 2 impacts. Donc comme je viens de le dire, une forte évolution des arrêts de travail. Or on sait que ces arrêts de travail sont souvent longs lorsque c'est des problématiques de santé mentale. Alors, un arrêt de travail de plus de 6 mois, il y a 50% de risque que la personne ne reprenne pas son emploi. Et la plupart de ces arrêts sont au-delà de 6 mois. Donc l'enjeu est majeur, en particulier pour l'assurance maladie, puisque pendant ce temps-là, évidemment, on continue à payer des arrêts de travail. Et de ce fait, il est important de se préoccuper de ces situations et d'éviter que cette prolongation n'arrive sur une chronicisation qui aboutit à une reconnaissance la reconnaissance du travailleur handicapé. Et c'est là où nous, on est impacté au niveau des établissements. Alors juste quand même pour préciser, les établissements, donc on est confronté à cette arrivée de nouveaux publics qu'on connaissait quand même très peu antérieurement, parce que cette visibilité fait que voilà, on a ces évolutions. Et on a aussi tout ce qui concerne les troubles du neurodéveloppement qui sont en grande évolution également. Et à l'inverse, les publics qu'on connaissait habituellement dans les établissements, qui étaient essentiellement des handicaps physiques, avec cette volonté au niveau national d'une plus grande inclusion, les acteurs de la formation, j'ai envie de dire du droit commun, se sont adaptés, ont mis en place un certain nombre de choses qui font que nous, on ne les voit plus et qu'on est essentiellement centré sur ce public. Donc voilà pourquoi on est fortement impacté. Alors justement, prendre soin des équipes, on va en parler avec vous, Florent Géminet. Comment est-ce que vous intégrez la prévention en santé mentale auprès de vos professionnels, notamment à travers des formations, je crois, de premiers secours en santé mentale? Racontez-nous.
Alors effectivement, hein, comme le rappelait Marilyn, l'évolution de notre public a quand même changé. On est sur du handicap invisible avec des troubles psy aujourd'hui. La formation aujourd'hui est un des leviers. Effectivement, pour les équipes, qu'elles soient en ligne directe ou indirecte. C'est pour ça qu'on a fait le choix d'une montée en compétences de tous les professionnels qui interviennent sur notre établissement. Je parle de mon établissement qui va de l'accompagnement jusqu'aux fonctions support, jusqu'aux fonctions logistiques, pour comprendre en fin de compte ce que peuvent traverser en fin de compte les personnes que nous accompagnons. D'où des premières formations sur les troubles psy, par exemple. Vous parliez de premier secours en santé mentale, on reviendra après. Sur la gestion de l'agressivité, parce que tous ces troubles-là, en fin de compte, ont des retentissements, des comportements. Et qu'on soit de près ou de loin confronté à une relation avec un bénéficiaire, un usager ou les stagiaires, comme on les appelle chez nous, il faut pouvoir avoir, et je dirais, la relation qui va bien, l'attitude qui va bien ou la posture qui va bien. Vous évoquiez la formation premier secours en santé mentale. Là aussi, on a fait le pari, on a pris en fin de compte le parti de dire on forme une neuropsychologue qui intervient chez nous, qui est salariée chez nous, et on l'a formée en tant que formatrice en premier secours en santé mentale. Là aussi, la santé mentale, cette formation-là permet, enfin, elle a plusieurs vertus en fait. C'est une formation qui s'adresse en tant que pour les citoyens lambda en fait à la base. C'est-à-dire que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, elle peut avoir en fin de compte des leviers sur des, je serais tenté de dire, des réflexes en fin de compte à avoir quand une personne a tel ou tel comportement. Voilà. Donc ça s'adresse sur le niveau professionnel pour pouvoir mieux accompagner les publics que l'on reçoit chez nous, mais également aussi de prendre soin de son collègue. Qui, par exemple, parce que là aussi, encore une fois, on s'aperçoit que y a des non-dits, c'est difficile à l'exprimer. Donc des premiers signes avant-coureurs, si on peut déjà les détecter et aller voir son collègue ou faire des alertes, ça aussi c'est important. Donc c'est pour ça qu'on a fait le parti et on a pris le parti de former tous les professionnels à cette formation-là. Et pour aller plus loin aussi dans la formation, on est allé sur, par exemple, la prévention du risque suicidaire également. Là aussi, c'est vraiment une montée en compétences par rapport à l'adaptation des profils que nous accompagnons aujourd'hui. Après, pour prolonger la formation, on a le côté montée en compétences aujourd'hui, mais il y a aussi le côté posture professionnelle. C'est pour ça qu'on est parti également sur des formations sur la gestion émotionnelle, sur les émotions intelligentes, sur l'assertivité par exemple. Donc ça aussi, ça fait partie du plan de formation qu'on a mis en place dans la prévention et pour gagner, je dirais, en compétences au niveau des équipes qui accompagnent les stagiaires ou les bénéficiaires. On a également, par rapport à notre infirmière, qui souhaitait justement se former à la sophrologie. Là aussi, c'est un point qu'on a souhaité mettre en place au bénéfice de nos usagers, mais également des équipes. Voilà, des petits temps, des ateliers qui permettaient justement de prendre un peu de recul, de hauteur, de souffler. Et ça permet aussi de gagner en sérénité par rapport à une nouvelle prise en charge ou à un nouvel accompagnement. Si je comprends bien, les établissements et services de réadaptation de l'UGCAM Aquitaine s'adaptent, si je veux dire très concrètement, leurs accompagnements pour répondre à ces problématiques liées à la santé mentale. On est vraiment au niveau de la détection précoce, de l'accompagnement, de la prévention. Oui, effectivement, comme le rappelait Madame Lambert, l'évolution a dû faire en sorte qu'on s'adapte à ces nouveaux publics. C'est comment on transforme nos accompagnements, comment on transforme notre façon d'accompagner. Et ça, il y a plusieurs axes en fait. Ce sont nos prestations directes qu'on a dû adapter, puisque effectivement la bascule faite sur les handicaps plutôt liés à la santé mentale fragile des personnes, ça, ce sont des prestations qu'on a dû modifier. Soit dans les actions qu'on avait déjà en cours, parce qu'on n'a pas réinventé la roue non plus, soit on les a modifiées, on les a améliorées, justement au bénéfice de ces nouveaux publics. Mais également, il a fallu peut-être qu'on soit plus innovant, plus inventif et à créer des nouveaux dispositifs, des nouvelles actions en lien toujours avec des projets professionnels un peu spécifiques aussi, liés à la pathologie de certaines personnes.
Ce qui est important aussi de rappeler par rapport à la santé mentale de nos professionnels, hein, puisque c'est vraiment quelque chose qu'on a pris en compte dans la prévention des risques psychosociaux. On a mis en place un baromètre également en interne au sein de notre établissement. Donc on est un peu sur une phase test depuis l'année dernière pour voir en fait quelles sont les évolutions en termes de santé mentale, en termes de conditions, de qualité de vie dans laquelle les professionnels pouvaient se situer et de voir s'il y a des actions correctives, hein, s'il y a des actions à mettre en place pour favoriser justement les bonnes conditions pour être toujours dans la prévention et toujours dans un meilleur accompagnement des publics. Je poursuivrai également, en fait, quand on parle de santé mentale, on parle de nos établissements, on parle de nos publics que l'on accompagne, mais on est également en lien avec énormément de partenaires sur le territoire. Tous nos prescripteurs, par exemple le service public de l'emploi ou le réseau public de l'emploi, qui peut être France Travail, Cap Emploi, tous ces acteurs-là, les entreprises également notamment, puisque avant, pour beaucoup de personnes qu'on accompagne, elles étaient salariées, elles étaient en emploi. Donc c'est comment on peut être en amont, je dirais aujourd'hui, de la prévention de la désinsertion professionnelle. C'est là aussi tout l'enjeu et le travail qu'on mène également avec les autres structures de l'assurance maladie. Donc c'est comment on est en amont de cette désinsertion professionnelle, c'est comment on forme aussi et on sensibilise tous ces partenaires-là. La premier secours en santé mentale, par exemple, c'est une formation qu'on propose à tous nos partenaires pour qu'eux aussi puissent, puisqu'ils nous adressent, on va dire, des bénéficiaires qu'ils prescrivent, c'est un moyen pour eux aussi d'être dans la détection, d'être aussi dans la bienveillance par rapport à ces publics qui sont accompagnés. Donc ça, ce sont les actions que l'on mène. Donc ça, c'est sur les premiers secours en santé mentale. Mais on a également des évaluations. On peut être aussi en amont par rapport à des salariés également. De voir quand ils sont peut-être en risque d'inaptitude ou du coup dans la prévention peut-être d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, de voir comment et quels sont les possibles d'une reconversion professionnelle. Est-ce qu'on doit intervenir? Est-ce que c'est pas nous? Est-ce qu'on laisse la place? C'est tout ça qu'on essaie de travailler avec tout le réseau, tout le tissu aujourd'hui, le maillage territorial qui constitue. Alors aujourd'hui, nous, on intervient sur les Pyrénées-Atlantiques, mais également les Hautes-Pyrénées ou les Landes. Donc voilà, ça fait un gros tissu, on va dire, économique sur lequel il faut qu'on intervienne aussi en prévention avec les partenaires. Et puis Marilyn Lambert, l'UGCAM Aquitaine développe des dispositifs innovants pour accompagner les salariés fragilisés par les risques psychosociaux en arrêt de travail. Pourquoi et de quelle façon ? Alors la genèse, elle est liée un peu à mon parcours. Avant d'être directrice de l'UGCAM Aquitaine, j'étais directrice de caisse primaire. Et dès 2018, j'en parlais tout à l'heure, on avait observé cette évolution des arrêts de travail liés à la santé mentale. Et on avait décidé, comme action, de réunir un groupe d'assurés en arrêt de travail pour ces raisons de santé mentale, pour les écouter. Et essayer de comprendre le phénomène et d'essayer de trouver des solutions, en fait. Voilà. Ce qu'on en avait retenu, c'est que ces personnes, souvent, étaient très, très engagées dans leur travail, avaient des problèmes avec les limites. Elles n'arrivaient pas à trouver leurs propres limites. Des sujets de conflit de valeurs. Et souvent des personnes qui avaient perdu confiance en elles en fait, à l'issue de leur arrêt, très en isolement social et en grande rupture en fait, avec le lien professionnel. Donc avec cette expérience-là, lorsque je suis arrivée dans l'UGCAM Aquitaine, je suis arrivée en 2022, j'ai rencontré évidemment les équipes de Florent et ce travail d'évolution et de compétences avec des métiers bien spécifiques, neuropsy, psychologue du travail et assistante sociale, enfin des personnes déjà rompues en fait à cet exercice. J'ai compris qu'on avait là quelque chose pour pouvoir aider en fait ces personnes. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième, c'est qu'on travaille avec nos collègues de CARSAT et de Caisse Primaire régulièrement ensemble. Et comme vous l'avez vu, on essaye tous ensemble de trouver des solutions pour faire en sorte que nous rendions l'assurance maladie soutenable.
Et donc, l'idée, ça a été de travailler ensemble. Et donc, la CARSAT a, avec son service social, décidé de repérer en fait les assurés qui pourraient être concernés par une offre de remobilisation. La caisse primaire y a contribué notamment avec des financements. Et nous, en particulier l'établissement de Bétrette, on a travaillé à construire une offre particulière, assez ramassée dans le temps, mais qui permettent en fait de relancer une dynamique et remobiliser les personnes. Alors justement, Florent Géminet, présentez-nous un petit peu cette offre dans les grandes lignes. C'est un dispositif qui s'appelle Nova. En quoi il contribue à prévenir la désinsertion professionnelle et à préparer une transition professionnelle durable ? Effectivement, le dispositif, comme l'a rappelé Madame Lambert, est né de ce constat qu'il n'y avait pas forcément d'offres sur le territoire. Et au fur et à mesure des années, on a vraiment renforcé nos équipes sur des compétences psy, psychologue du travail, psychologue clinicienne, psychiatre, neuropsychologue. Et ce qui nous a permis aujourd'hui d'être assez solide au niveau de l'équipe pour proposer une offre. Ce dispositif Nova, effectivement, il est ramassé dans le temps. C'est à peu près sur 5 semaines, à raison de 35 heures d'accompagnement en individuel et en collectif pour des personnes qui sont en arrêt suite à un épuisement professionnel. C'est un accompagnement avec des professionnels, psychologues du travail, psychologues cliniciennes, assistantes sociales aussi également, avec des interventions aux besoins et aux ponctuels de tout l'intérêt. C'est parce que comme nous sommes un établissement médico-social, on a quand même aussi une multitude de professionnels qui interviennent et aux besoins, on peut les faire intervenir sur ce dispositif-là. Donc l'intérêt, c'est effectivement, on est dans cette phase de reconstruction de projets professionnels, post évidemment épuisement, mais pour éviter le phénomène de répétition, on peut se situer aussi en prévention. Donc c'est là aussi le double intérêt de ce dispositif-là qui a cette vertu, c'est pour éviter le phénomène de répétition, pour que les personnes puissent connaître leurs limites, leurs valeurs, se repérer dans leur future activité en pouvant se poser en qualité de je sais ce que je veux faire, je sais ce que je ne peux plus faire, je sais ce que je ne peux plus accepter. Et du coup de rebondir sur un vrai projet, sur une vraie dynamique de perspective socio-professionnelle. Vous êtes au démarrage du dispositif ou vous avez déjà quelques résultats ? Le dispositif a quelques années, je dirais, d'antériorité. On l'a lancé, on a commencé un groupe. Alors, pour vous expliquer le dispositif, en gros, avec l'équipe que l'on a constituée, on est sur des sessions de groupes de 6 personnes à raison de 8 sessions par an. On a commencé une session avec 2 personnes. Voilà. Donc, au fur et à mesure, on évolue, on progresse, on s'améliore. Là, on a accompagné jusqu'à présent à peu près une centaine de personnes. Et on s'aperçoit que les personnes qui sont rentrées, alors, il n'y a pas de modèle, effectivement, au-delà des 6 mois, c'est à peu près une clé d'entrée pour nous, 6 mois d'arrêt. Et on voit que après le passage sur ce dispositif, les statistiques montrent que 70% des personnes sont reparties dans une dynamique professionnelle, de projet professionnel. Donc c'est très encourageant en fait, parce que ça peut être soit retour en emploi, donc CDI, CDD, ça peut être évidemment de l'intérim, ou alors de la création d'activités ou des actions de formation pour une reconversion professionnelle, complètement autre que le métier ou que les activités que les personnes pouvaient exercer. Donc ça aussi, c'est assez encourageant. Et effectivement, le dispositif en lien avec tous les autres services de l'assurance maladie est plutôt complémentaire. On s'est posé sur cette action-là, un peu comme les actions de remobilisation, où il y a quand même le médecin conseil, il y a le médecin du travail. Aujourd'hui, les médecins traitants qui sont impliqués. Donc ce n'est pas juste une action parmi les autres, il y a vraiment un ancrage territorial avec un vrai enjeu et une implication de tous les acteurs. Marie Lambert, un tout dernier mot de conclusion à cette séquence ? Non, je vais juste souhaiter longue vie à Nova et puis redire en fait qu'on reste tous mobilisés pour essayer de trouver les solutions un peu miracles. Et je pense que ce qui est important, c'est d'arriver à articuler
toutes les expérimentations qui existent. Il y en a de nombreuses. Hein. Et il y en a dans le médico-social, il y en a dans le sanitaire. Et je pense qu'à un moment, ça sera intéressant au niveau territorial, hein, pas au niveau national, parce que ce qui est important, c'est la mobilisation et l'ancrage territorial. Hein. De pouvoir remettre un peu de l'ordre et d'arriver à faire en sorte qu'on ait une offre un peu construite et visible vis-à-vis de la population. Merci beaucoup Marilyn Lambert, merci Florent Géminet pour cet éclairage essentiel sur les enjeux de santé mentale sous l'angle de l'adaptation des parcours en réadaptation professionnelle. Le public du stand K42 ici à Santexpo vous applaudit chaleureusement. Et vous qui nous regardez, vous pouvez retrouver cet échange en replay comme toutes nos sessions sur la page YouTube de l'assurance maladie. Merci de nous avoir suivis et très bientôt sur notre plateau depuis Santexpo 2026.